tous, bonne matinale d'info avec nous. C'est la matinale d'info de Public Sénat, de la presse quotidienne régionale des télés locales de France, des Indes radios, 130 radios partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde, vous le savez, deux parties. Dans une première partie, c'est le JT des territoires, dans un instant, suivi de la météo. Puis, ce sera Territoire d'info avec à 8h une invitée politique aujourd'hui. C'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui sera là sur ce plateau en direct à 8h. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve. Voilà, pour précéder l'arrivée d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports à 8h, un premier sujet sur les transports, les rails de la célèbre ligne ferroviaire des Pyrénées-Orientales, le train jaune, lancé en 1903 et remis à neuf. Coût de ce projet de modernisation, 21 millions d'euros, cofinancé par la région Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales et la SNCF Réseau. Le train jaune, dont les travaux ont débuté en 2013, sera de nouveau en service le 24 novembre prochain. Les rails de la célèbre ligne ferroviaire des Pyrénées-Orientales sont remplacés. Alizé Marty pour TV Sud nous l'explique. Le train jaune ne circule plus pour le moment entre la Tour de Carol et Sayagouz. Il est lui aussi en vacances pendant quelques semaines. Les rails de la célèbre ligne ferroviaire des Pyrénées-Orientales sont remplacés. Au total, 14 km de voies et 10 passages à niveau sont remis à neuf. Un chantier de modernisation indispensable au vu de l'âge des rails. Il était nécessaire parce que en fait, on avait le rail qui était d'origine, il avait un peu plus de 100 ans. Donc il était nécessaire de le remplacer. Il y a beaucoup d'usure, de risque de rupture de rail. Ces travaux de modernisation ont débuté en 2013. Il s'agit de la dernière phase de rénovation de la ligne ferroviaire. Et ici, on travaille encore manuellement à l'image de cet authentique train jaune. On n'est pas équipé d'engins mécanisés, donc oui, on travaille quasiment, on fait tout à la main. Ouais. L'histoire de ce train a commencé en 1903. Aujourd'hui, il sillonne les Pyrénées catalanes de Villefranche-de-Conflans à la Tour de Carol. En tout, ce sont 62 km 500 de voies qui font partie du patrimoine régional. C'est un train un peu spécifique parce qu'il y a une alimentation troisième rail. Donc c'était quelque chose d'innovant à l'époque. Et puis la configuration des lieux fait que c'est quand même un train un petit peu unique en France. Le train jaune est un icône du pays catalan. C'est quelque chose que tous les Catalans ont dans le cœur. Donc c'est au même titre que le Castillet ou autre chose, quoi. Au total, 21 millions d'euros ont été investis en 5 ans pour rénover cette ligne ferroviaire. Le célèbre train jaune pourra de nouveau rouler sur ses rails neufs le 24 novembre prochain. À Malmort, dans les Bouches-du-Rhône, l'avenir de Laurent Chabert s'annonce radieux. Pour exploiter ses terres, cet agriculteur producteur d'asperges utilise une source d'énergie intarissable en Provence, le soleil. Manon Mujica pour Provence Azur TV. Du soleil, comme s'il en pleuvait, la région PACA bénéficie du plus grand ensoleillement de France, un atout non négligeable dont profite cet agriculteur. Sur son exploitation, il a installé 33 000 m² de serres photovoltaïques. Le but était d'avoir des asperges sous abri pour les protéger du vent et de la pluie et de tous les aléas climatiques. Et donc sous serre, de manière générale, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et sur une chapelle de ce style, encore plus, parce qu'on a beaucoup plus de volume d'air autour de l'aspergerie. Et il aurait été impossible pour moi financièrement de monter moi-même une multi-chapelle comme c'est le cas là. Coût de l'investissement, 4 millions d'euros, entièrement financé par Ténergie, un producteur indépendant d'électricité renouvelable. 2 serres photovoltaïques ont été déployées sur cette exploitation, une technologie optimisée pour la croissance des asperges. En utilisant des panneaux de polycarbonate qui nous permettent de capter la lumière du soleil et de la diffuser de manière homogène et régulière sur l'ensemble de la serre. Alors cette technologie nous permet d'avoir une serre qui bénéficie d'un très bon ensoleillement, contrairement à d'autres serres photovoltaïques qui ont été développées dans le passé, qui permettaient de laisser passer un peu moins de 50% de la luminosité. Là, on est sur des niveaux d'ensoleillement proches de 70%, donc ce qui est assez remarquable pour une serre photovoltaïque.
Des serres qui abritent des intempéries et qui produisent aussi de l'électricité verte. 3 gigawatts sont redistribués chaque année au réseau EDF. De quoi couvrir la consommation de 700 foyers, soit le quart de la population de Malmort, le tout sans prendre de place. Ces fermes du futur intéressent beaucoup les agriculteurs. Aujourd'hui, sur la première impression que l'on a, il y a une bonne luminosité, une bonne clarté. Il nous reste à voir ce que vont donner les asperges, puisque c'est destiné à la production des asperges. Et puis, le cas échéant, la suite, voir d'autres végétaux, voir d'autres arbres fruitiers, le cas échéant, voir un petit peu ce que cela peut donner. Si le projet est viable, cela permettrait à la région PACA d'être moins dépendante. Elle ne produit que 10% de sa consommation finale en matière d'énergie. Voilà une initiative positive dans ce journal avec l'opération Un mois sans tabac pour arrêter de fumer qui a débuté cette semaine. C'est la 2e édition et Agnès Grimaldi de La Dépêche du Midi a recueilli quelques réactions. Avis aux fumeurs, et si vous en finissiez avec la cigarette? En novembre, c'est l'opération Moi sans tabac. Au menu, une application dédiée, des conseils de tabacologues et un soutien pour ceux qui font le pari d'écraser leur cigarette pour de bon. Du côté des spécialistes, on l'assure, un mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer et les effets positifs sont immédiats. Le fumeur va déjà observer une amélioration de son souffle, le teint commence à s'éclaircir aussi. Très directement, et ça le premier jour d'arrêt, je sens meilleur. Le point positif, changer de vie pour une meilleure vie, prendre soin de soi. Moi je dis souvent à mes patients qui commandent, vous la cigarette. Vous n'êtes pas né avec une cigarette au bec et la vie est belle sans. Moi sans tabac, oui, je serais séduit. Je pense que c'est quelque chose de personnel. C'est soit on décide d'arrêter, soit on décide de ne pas arrêter, mais voilà. C'est envisageable, j'y pense. Mais pour le moment, non. C'est une bonne idée, oui. Après, est-ce que je le ferais? Non, je pense pas du tout. Ouais, je comptais prendre un rendez-vous avec le médecin et parce que c'est remboursé par la Sécu les patchs et tout, donc ouais. Quand Halloween donne aussi l'occasion de promouvoir le don du sang. À Troyes, l'établissement français du sang a renouvelé hier ses animations à l'occasion d'Halloween. Situé au cœur de l'hôpital de Troyes, le service, vous allez le voir, a été redécoré. Le personnel s'est déguisé. Et pour se rendre à cet objectif, qui mène à maintenir l'autosuffisance en produits sanguins, ces animations contribuent à dédramatiser ce geste et à trouver des nouveaux donneurs. Flavien Léger pour Canal 32. Si vous aimez Halloween, peut-être aimez-vous prélever de l'hémoglobine. Vous allez en trouver chez nous, il n'y a pas de souci. Elles aussi, elles aiment ça. Elles, ce sont les membres du personnel de l'établissement français du sang, l'EFS. Comme chaque année, elles ont redécoré le service pour le plus grand bonheur des donneurs. On a fait des petites animations pour nos donneurs. On a décoré le service, bar à soupe, fontaine à chocolat. Nous, on s'est déguisés pour faire passer ce moment-là avec le sourire. L'année dernière, c'était les balbutiements. Et puis cette année, on a vraiment mis le paquet. C'est pour leur montrer que c'est aussi avant tout plus une fête, qu'on peut donner dans la joie et la bonne humeur. On est une équipe qui rigole. Les gens viennent pour passer un bon moment. Ils sont détendus avec nous. Donc c'était aussi l'occasion de leur montrer encore plus dans des moments comme ça cet esprit. Dans le même esprit, un stand gourmand a été mis en place. Un stand avec une soupe et une fontaine au chocolat, donc c'est tout ce que nous avons besoin après avoir donné son sang, donc pour se redonner un peu de force. À la santé des donneurs. Merci. C'est divin. Vous n'aimez pas le chocolat? Pas du tout, du tout. Si l'EFS peut compter sur les donneurs réguliers, cette opération vise à maintenir leur nombre. Pour la relève, parce qu'avec une population vieillissante, bien entendu, je ne vous fais pas de dessin, on a toujours besoin de 109, sans jeu de mots. En fonction des besoins des malades, on demande aux donneurs de venir. Quand il y a moins de besoins, on relâche un petit peu. Il y a eu des périodes, malheureusement, qui ont amené les gens à donner plus avec les attentats. Les besoins de tous les jours, on oublie des fois, mais les malades, il y en a tous les jours. Le don du sang, c'est avant tout un don. Mireille espère dépasser les 150 prélèvements. Je suis très content, je me dis au moins je sers à quelque chose, toute sur terre. Tout le monde aimerait obtenir du sang s'il en a besoin, et donc tout le monde devrait donner du sang
Chacun a ses priorités dans la vie. Et c'est vrai que le don de soi n'est pas forcément une priorité actuelle, je pense. Le don pour les autres. Et voilà, c'est tout. Mais il y a quand même des gens autour de nous, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont là. Mais il faut venir donner son sang, c'est vrai. C'est une belle démarche. Dans ce service, en moyenne, une quarantaine de personnes accomplissent ce don chaque matin. Des Espagnols, des Finlandais ou encore des Russes, des nageurs venus des 4 coins de l'Europe se sont donné rendez-vous en Seine-Saint-Denis. En ce moment et jusqu'au 4 novembre, Bobigny accueille le 4e championnat européen Trisomie 21. Cet événement a réuni 400 personnes. Parmi elles, il y avait la ministre des Sports, Laura Flessel. Toutes les explications dans ce reportage de Cédric Dandeville pour Via Grand Paris, une nouvelle chaîne partenaire de cette matinale d'info. Un championnat d'Europe organisé sur le sol français, la ministre des Sports ne pouvait pas rater ça. Ce mardi 31 octobre, Laura Flessel était dans les gradins du centre nautique Jacques Brel à Bobigny. La double championne olympique d'escrime est venue assister au championnat d'Europe de natation Trisomie 21. Un déplacement qui s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. L'idée, c'est d'accompagner, je dirais, l'olympisme et le paralympisme sur les 7 ans à venir. Dans une vision de développement du sport, la pratique tous les jours, mais on a aussi une vision de renforcer nos équipes de France olympiques et paralympiques. Donc c'est comprendre, venir, accompagner, comprendre les freins et les dysfonctionnements pour qu'ils renforcent le haut niveau. Donc voilà, je suis ravie et même fière. Un sentiment de fierté partagé par les athlètes de l'équipe de France. Marie Graftio a 22 ans, licenciée dans un club de Chambéry, elle a rejoint les Bleus en 2015. Aujourd'hui, cette spécialiste de la brasse participe à sa 2e compétition européenne et compte déjà plusieurs médailles. Je suis fière de moi et je suis fière de l'équipe aussi parce que la natation pour moi, c'est toute ma vie. Comme Marie, 9 autres nageurs ont défendu les couleurs françaises cette année. Organisé du 28 octobre au 4 novembre, l'événement est piloté par la FFSA, la Fédération française du sport adapté. Notre mission, c'est favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers le sport. On va des activités motrices jusqu'au sport de haut niveau, et en passant par des championnats de France, du sport loisir, du sport scolaire. 4 ou 5 ans en arrière, on était à peu près 45 000 pratiquants. Là maintenant, on est à 64. Nous, on peut que s'en féliciter puisque ça permet à plus de personnes en situation de handicap de pratiquer. Au total, la 4e édition du championnat européen et open de natation T21 a réuni 130 nageurs porteurs du syndrome de Down. 20 nations étaient représentées. Voilà, le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes, suivi de la météo à 8h. Territoire d'info accueille sur ce plateau en direct Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Tout de suite, c'est les unes de vos quotidiens régionaux. Les unes de la presse quotidienne régionale, bien sûr, avec l'attentat à Manhattan. On commence tout de suite avec la Nouvelle République. Manhattan, le terroriste radicalisé aux USA. Et Denis Domain écrit dans ce journal ce matin, au moment où le camion fauchait les touristes de Manhattan, la France se défaisait du carcan de l'état d'urgence. Une loi antiterroriste lui a aussitôt succédé, bien sûr, en cas d'attaque de masse. Le levier de l'urgence, ses effectifs et ses exceptions à l'état de droit seraient mobilisés sans délai. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump n'entre pas dans ses dosages ni ses subtilités. Le président américain trouve au contraire dans cette nouvelle attaque perpétrée au cœur de New York un argument supplémentaire au verrouillage des immenses frontières de son pays. Pour Ouest France, face au terrorisme, New York fait front. Et puis toujours dans l'actualité du terrorisme, à la une de la Provence, que faire des revenants de Daesh depuis la déroute de l'État islamique? Des hommes djihadistes, leurs femmes et leurs enfants, tous français, tentent de regagner notre pays. Et la Provence traite ce problème aujourd'hui à sa une. Dans la montagne, l'Auvergne est sortie de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015. L'état d'urgence a officiellement pris fin hier, vous le savez. Ce régime d'exception est remplacé par une loi spécifique. Pour la Dépêche, attentat, comment protéger nos villes après l'attaque terroriste sur la piste cyclable de Manhattan, après Nice et les Ramblas de Barcelone. Les villes imaginent des moyens pour se défendre et la Dépêche du Midi fait le point ce matin. Dans le Télégramme, l'identification faciale arrive, un simple regard pour déverrouiller le clavier de son téléphone ou se faire verbaliser dans les rues de Shanghai. La technologie de la reconnaissance faciale se répand peu à peu, notamment avec la sortie prochaine du nouvel iPhone. Les défenseurs des libertés publiques s'en inquiètent. C'est à la
une du Télégramme. Pour la Voix du Nord, on vous observe. Un site russe utilise une faille de sécurité pour diffuser des images de webcam de la région dans la Voix du Nord aujourd'hui. Intéressant. Et puis nous recevons le ministre des Transports, Elisabeth Borne, à 8h. Dans Territoire d'Info, elle sera intéressée de savoir qu'il y a 118 heures de retard depuis janvier. L'Union des usagers du Paris-Cherbourg multiplie les actions pour avertir des difficultés quotidiennes dans le train sans toujours trouver un écho auprès de la SNCF ou des élus. Pour la Charente libre, RN10, les routiers réclament le retour au droit de doubler. La pétition a été lancée par un chauffeur. Elle a déjà recueilli 7500 signatures. Pour Nice Matin, le guichet, c'est fini. La préfecture des Alpes-Maritimes fait sa révolution numérique. Désormais, toutes les démarches pour l'obtention de documents officiels se font uniquement sur Internet. Pour la République des Pyrénées, c'est le foie gras qui est en péril. Après la crise, il revient en Béarn. Après 2 ans d'épidémie, la filière se remet difficilement. Si la production a chuté de 40%, il y aura bien du foie gras, rassurez-vous, local à Noël. Pour le populaire du centre, c'est la région, la Nouvelle-Aquitaine, qui cultive ses liens internationaux, notamment avec Madagascar, et c'est à la une du populaire du centre. Voilà. Le club de la presse ce matin, j'accueille Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. Bonjour Samuel, bonjour. On va parler de la Nouvelle-Calédonie. Et puis avec vous, Zoé Cadio, bonjour. Bonjour. Du Midi Libre et de l'Indépendant, on va parler du verdict aujourd'hui du procès Mera. Vous y étiez avec vous, donc Samuel Ribaud. On va reparler de la Nouvelle-Calédonie, car l'an prochain, les électeurs auront à se prononcer sur l'accès ou non à la pleine souveraineté. Terme préféré à celui de l'indépendance par l'accord de Nouméa, signé il y a 20 ans. Et les services du Premier ministre et le ministère des Outre-mer s'activent pour débloquer la situation autour de listes électorales. Vous allez nous expliquer avant le comité des signataires. C'est le 16e du genre. Vous étiez à l'hôtel Matignon. Alors ça commence véritablement aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Il y a eu bien entendu des réunions préparatoires depuis le début de la semaine. Emmanuel Macron a reçu tous les protagonistes lundi à l'Élysée. D'une manière qui était d'ailleurs un petit peu différente de ce qui se produisait jusqu'alors, où on était plutôt dans le cadre de visites protocolaires, d'accueil des délégations. Là, avec Macron, ça a été une réunion de travail. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup bossé, ils ont beaucoup échangé. C'est ensuite Édouard Philippe donc, qui a pris le relais. Et effectivement, l'objectif, c'est de préparer cette accession à la pleine souveraineté, puisque c'est le terme consacré, qui est un petit peu moins clivant que le terme d'indépendance. Décidé il y a 20 ans. Décidé il y a 20 ans. Ce sont des dates essentielles pour le pays. 88 accords de Matignon, 98 accords de Nouméa. On est encore dedans. Et d'ailleurs, il prévaudra après la consultation, puisque tout ne va pas s'écrouler le lendemain de la consultation. Alors effectivement, il y a quelque chose de très important qui doit être acté aujourd'hui, c'est la question des listes électorales. Alors ce n'est pas la question du corps électoral, puisque celui-ci a été déterminé par l'accord de Nouméa, il y a déjà donc 20 ans, mais c'est la question de l'inscription sur les listes électorales, pour faire très simple, de personnes qui ne sont pas inscrites, qui sont difficiles à identifier, et dont on aimerait qu'elles puissent toutes se prononcer l'année prochaine. Après, il faut relativiser un petit peu, c'est une question qui est aussi symbolique, puisque des gens qui ne se sont pas manifestés pour être inscrits sur les listes électorales, qu'elles soient générales ou particulières à la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas des gens qui sont forcément des citoyens qui votent de manière effrénée. La question qu'on se pose tout de suite, en prévision de ce référendum, c'est que va-t-il donner ? On connaît un peu l'état d'esprit là-bas, vous avez longtemps habité là-bas. Oui. Ça va basculer voilà, dans quel sens ? Alors, je n'utiliserai pas le terme tabou, parce que c'est impropre, puisque là-bas, ça se réfère à la culture kanak et un petit peu à la sorcellerie, mais... Non, il n'y a pas de sondage. On se garde bien d'en faire. Ce qu'on sait, c'est que la démographie et les tendances politiques qui s'affirment lors des élections donnent une idée d'un 60-40 en faveur d'un maintien dans la France. Quelque chose qui serait difficile à inverser. Voilà, on connaît, entre guillemets, même s'il faut bien être prudent avant toute consultation électorale, on connaît un peu le résultat. La question, c'est comment faire pour que ce ne soit pas un coup d'arrêt pour le processus calédonien. Parce qu'en fait, ce qui est important, peut-être à faire comprendre aux métropolitains qui ne sont pas forcément au fait du dossier, c'est que lorsqu'il y a 20 ans, on dit on votera en 2018 pour l'accession à la pleine souveraineté, il y a une situation. Depuis 20 ans, il y a énormément de choses qui ont été faites. On va parler d'un point précis et facile à comprendre, qui est celui des transferts de compétences. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle exerce énormément de compétences. Elle décide beaucoup de choses pour elle-même. Elle décide beaucoup de choses, elle dispose d'un congrès, elle dispose d'un gouvernement, elle vote des lois. Concrètement, il reste les compétences qu'on dit régaliennes, qui sont encore du domaine de l'État, donc la défense, la monnaie, la justice, la police, les frontières, voilà. Donc il y a déjà une forme d'indépendance. Est-ce qu'on s'approche
de la question précise. Quelle question précise va-t-elle être posée aux électeurs calédoniens? Alors là aussi, mais c'est parfaitement légitime, on est aussi dans le symbole, puisque la question, elle est encadrée par l'accord de Nouméa. C'est la question de l'accession à la pleine souveraineté. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Ça sera assez clair, je veux dire. Oui, maintenant il faut la formuler. Mais plus que la formulation, il faut l'encadrer. C'est un petit peu ce qui se précise aujourd'hui et qui a fait l'objet d'un échange entre un député calédonien, Philippe Gomès, et le Premier ministre Édouard Philippe, à l'occasion d'une question qui a été posée à l'Assemblée nationale. Et l'idée, c'est de constituer une sorte d'écrin, pour reprendre les termes du député en question, dans lequel on insérerait cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de se mettre d'accord sur un socle de valeurs, sur un socle partagé de la manière dont on envisage l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la citoyenneté, sa place dans le Pacifique, sa place dans la France, etc., ses valeurs. Une fois qu'on a dit qu'on était d'accord sur à peu près tout, on posera une petite question. Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne vexer personne et de ne pas hypothéquer l'avenir, après tout ce qui a été fait. Vous reviendrez dans ce journal des territoires, bien sûr, pour nous parler de la Calédonie au fur et à mesure qu'on aura de nouveaux développements. Samuel Ribaud, de l'agence locale de presse. Je signale un point de vue intéressant dans ouestfrance.fr de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urjoas, sur la Nouvelle-Calédonie. L'État doit proposer. Voilà, ouestfrance.fr. C'est intéressant d'entendre le point de vue de l'ancien garde des Sceaux. Zoé Cadio, bonjour. Bonjour. On reste dans la justice. Nous suivons depuis quelques jours, grâce à vous, les développements du procès Mera. Aujourd'hui, c'est l'attente du verdict. Alors, c'est l'attente du verdict, mais auparavant, ce matin, quand la cour va s'ouvrir, on va demander au principal accusé, Abdelkader Meras, de savoir s'il a quelque chose à ajouter après ces 4 semaines et demie, 5 semaines de procès, avant que la cour se retire pour juger et prononcer son verdict. Alors, il faut rappeler que quand même Abdelkader Meras est accusé d'avoir sciemment aidé son frère à préparer les attentats de mars 2012 qui ont fait, je vous le rappelle, 7 morts, dont 3 enfants à l'école juive toulousaine, mais aussi de l'avoir aidé, je dirais, matériellement, entre guillemets, en lui ayant acheté un blouson. Donc on voit que les... À la fois son inspirateur et en fait, son comme disait l'avocate générale Naïma Rudloff, il y avait le sachant et l'exécutant. L'exécutant étant Mohamed Merah, le sachant, celui qui lui a donné, qui l'a inspiré, serait son frère, serait Abdelkader Merah. Et à côté de lui, dans le box des accusés, il y a un deuxième accusé qui est Feta Malki, qui était un compagnon d'enfance, de cité de Mohamed. Lui, il reconnaît d'avoir donné l'arme, un Uzi, un pistolet mitrailleur qui a permis de tuer tous ces gens, mais aussi d'avoir donné les munitions ainsi qu'un gilet pare-balles. Donc, aujourd'hui, la Cour va être appelée à dire si oui ou non ces 2 hommes sont coupables, et s'ils sont coupables, comme l'affirme l'avocate générale Naïma Rudloff, la perpétuité pour le frère de Mohamed Merah et une peine de 20 ans de prison pour Feta Malki qui a fourni les armes. Une perpétuité avec peine incompressible. Hein. Exact, de 22 ans. Zoé Cadio, il y a eu beaucoup d'incidents, notamment ces derniers jours, entre les avocats. Vous les avez perçus comment, ces incidents? Pourquoi ils ont eu lieu? Alors, ces incidents reflètent peut-être un peu la faiblesse... On voit derrière vous, Éric Alors, Dupond-Moretti. ces incidents reflètent peut-être la faiblesse du dossier par lui-même si on se positionne juste en termes de droit. Parce que, comme le rappelait un des avocats de Mohamed, de Abdelkader Merah, c'est la preuve par le vide que apporte la Cour. Et comme aussi l'a martelé l'avocat monsieur Éric Dupond-Moretti, qui disait si vous condamnez, vous aurez jugé sans doute, mais vous n'aurez pas rendu justice. Hein, la justice sera morte ou gravement blessée, car nous serons couché. Pourquoi il dit ça? Devant les familles, c'est un discours qui est difficilement audible parce que, comme l'a très bien démontré l'avocate générale Naïma Rudloff, elle a décortiqué tout le processus de radicalisation et comment s'est fait ces attentats. Et il faut savoir que Mohamed Merah a cassé un peu les codes des affaires de terrorisme. C'est avec lui qu'est arrivée la thèse du loup solitaire, même si aujourd'hui sa thèse du loup solitaire a été remise en cause aussi bien par Squarcini qu'un des principaux Bernard policiers. Squarcini, ancien patron des services de renseignement intérieur français. Zoé Cadio, le contexte international, alors évidemment, malheureusement, l'attentat de New York, de Manhattan, etc., joue sur ce procès, pèse dessus.
Incontestablement, puisqu'on est toujours dans l'émotion, qu'on le veuille ou non, il y a une résonance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lors de l'attaque de New York, on a axé sur quoi? Pas sur les New-Yorkais, sur les touristes. Donc ça veut dire que tout le monde s'associe à ça. Tout le monde va à New York. New York, on dit aussi que c'est un peu la ville européenne, ou un peu comme San Francisco. La capitale du monde. La capitale du monde. On va passer quelques jours là-bas, donc on s'identifie complètement à ça. Et puis aussi, c'est une manière de rappeler que c'est une nouvelle forme de terrorisme qui touche tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Donc oui, effectivement, il y a une résonance qui se fait avec Paris aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des avocats spécialistes vraiment du droit qui disent, et ça va peut-être pas faire plaisir aux familles, et ça je l'entends très bien parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 7 morts, et je ne parle pas des victimes aussi qui sont blessées, comme le soldat Loïc Libert, qui est complètement handicapé maintenant aujourd'hui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas non plus condamner quelqu'un à la perpétuité sur des soupçons. Et un des avocats spécialistes d'affaires des terroristes disait, quand même prendre une perpète pour un scooter volé, ça fait quand même très cher si on se place sur le point du droit. Merci Zoé Cadio, vous suivez ce procès Mera pour le Midi Libre et pour l'Indépendant, et vous reviendrez évidemment nous en parler sur ce plateau. Merci Samuel Ribon, on vous retrouve tous les deux pour le débrief de l'invité politique. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.